l'énergie atomique elle-même. Il y a quelques mois à peine, peu d'entre nous étions familiers de ce concept. C'est le mot de sobriété. Il y a une deuxième manière d'économiser de l'énergie qui s'appelle la sobriété. Pas de rationnement, pas de coupure. La mairie a donc baissé le chauffage de 18 degrés. Économisons l'électricité. Si on nous coupe le courant, il n'y a plus rien. On ne pourra pas payer. Parce que quel service municipal je ferme pour compenser? Mais eux, ils connaissent même pas c'est quoi le mot sobriété. La sobriété n'est pas Bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième saison de Sobericast, un podcast géré, créé par les étudiants de la chaire RISET, Réseau énergétique et société en transition, qui est une chaire universitaire hébergée à l'université Bordeaux-Montaigne. Pour cette deuxième saison, j'accueille aujourd'hui Pauline Romary, étudiante à l'université Bordeaux-Montaigne, qui vient de terminer son master développement, innovation et environnement, et qui est spécialiste des questions énergétiques et plus particulièrement de la sobriété énergétique. Salut Pauline, comment vas-tu ? Bonjour Rémi, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va très bien. Du coup, aujourd'hui, tu voulais nous parler de la sobriété énergétique. Alors, c'est déjà une question qu'on avait évoquée il y a plusieurs années avec Elodie et Benjamin, notamment pour la première saison de Sobericast. Aujourd'hui, tu es, si je puis dire, à temps plein sur cette question-là, en tout cas au sein de la chaire depuis plusieurs mois, presque un an, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, nous définir la sobriété énergétique ? Ces deux termes qu'on entend si fréquemment dans les discours un peu partout en ce moment. Oui, ça arrive beaucoup en ce moment. Depuis le mois de juillet, on entend de plus en plus parler dans les médias, etc. Alors la sobriété énergétique, la définition que j'en fais et que nous en faisons au sein de la chaire RISET, on se rapproche un petit peu de la définition qui avait été proposée par Virage Énergie, une association justement qui traite de la question de la sobriété énergétique. Et j'avais eu un entretien d'ailleurs avec la présidente Barbara Nicoloso. En fait, la sobriété énergétique, c'est l'alliage des deux concepts, le concept de la sobriété et d'une sobriété qui serait énergétique. Et en fait, selon nous, la sobriété énergétique, c'est adopter un comportement pour réduire nos consommations énergétiques dans notre mode de vie, dans notre façon de consommer. Alors, ça peut commencer par réduire notre usage de la voiture, baisser notre chauffage au sein de notre foyer. Voilà, la sobriété énergétique, elle impacte directement notre comportement face à nos usages énergétiques. Quelles sont les intentions au sein de la chaire, notamment d'étudier ces questions-là, la sobriété énergétique ? Quelles sont les ambitions finalement ? Quel est votre cheval de bataille de ce sujet d'étude ? Pourquoi te tient-il tant à cœur en fait ? Alors ce sujet d'étude me tient tant à cœur parce que j'ai déjà une appétence personnelle sur les questions de préservation de l'environnement, parce que moi-même j'ai fait un mémoire de recherche sur ces questions-là, plus précisément sur des questions d'environnement, de nature en ville, etc. Mais là j'ai décidé de me spécialiser sur les questions énergétiques parce qu'elles nous touchent également tous à l'intérieur de nos foyers. Je voulais en savoir plus sur tout ça. C'est chose faite de plus en plus grâce à la chaire RISET. Et en fait, notre cheval de bataille, pourquoi étudier la sobriété énergétique ? Tout d'abord, avec les enjeux actuels que l'on connaît tous, c'est un cheval de bataille qu'on doit mener sur les prochaines années, de déjà faire savoir ce qu'est la sobriété énergétique aux citoyens, à la société française de manière plus large. Et j'ai oublié la suite de ta question. C'était surtout par rapport aux ambitions, finalement, parce que c'est vrai que ça rentre un peu en confrontation, même voire directement, avec un discours qui a toujours été centré vers la croissance, en tout cas de la part de nos gouvernants, si je puis dire. Aujourd'hui, on est plus vers quelque chose on parle plus de décroissance, déconsommation. Alors, c'est assez intéressant finalement que ça rentre en opposition, finalement, c'est un peu comme si que dès juillet, il y avait une cassure dans le discours politique, et du coup que la chaire a anticipé depuis plusieurs années finalement. Est-ce que tu peux dire que la chaire du coup est un peu à la pointe finalement sur ces... Pas dire le contraire, bien sûr, la chaire est à la pointe sur ce sujet-là. Je suis très fière de pouvoir apporter ma patte et mes connaissances et mon expertise en parallèle des autres chercheurs de la chaire, parce qu'on travaille quand même si je suis la chargée de mission, on travaille quand même à 5 en fait. Toute l'équipe de la chaire, on travaille sur ces questions-là tous ensemble, de près ou de loin, mais on apporte tous notre pierre à l'édifice. Et en fait, la portée de notre étude, on souhaite éclairer nos partenaires dans un premier temps, mais éclairer tous ceux qui souhaiteront s'intéresser à nos travaux sur plusieurs réalités qui sont tout d'abord la perception du concept en fait de sobriété énergétique auprès des citoyens. Donc ce qu'on fait dans cette étude, c'est une de nos missions. Et aussi, en fait, on cherche à voir auprès des citoyens et de l'ensemble de la société, leur capacité d'adaptation à des nouveaux comportements et des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de vie. Voilà, en fait,
on cherche un petit peu à prendre la température et avec notre regard d'historien, eh bien, on couple tout ça avec une analyse bibliographique, une revue de bibliographie, mais aussi une veille très active ces derniers temps sur tout ce qui sort autour de la question de la sobriété énergétique, notamment pas plus tard que fin juin, le plan sobriété qui a été lancé par le ministère de la Transition énergétique du gouvernement donc. Et voilà, donc notre mission, c'est de nous déjà de comprendre et de récolter la perception du concept de sobriété énergétique auprès des répondants de notre étude dans un premier temps, mais aussi d'analyser cette sobriété et de voir l'acceptabilité, mais aussi l'adaptabilité de la population à ce nouveau mode de consommation, ce nouveau mode de vie. Tu parlais de ton étude, c'est vrai que tu mènes depuis plusieurs mois maintenant une enquête régionale, en tout cas régionale au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour récolter différents témoignages. Tu as du coup conçu une grille avec un codage spécifique pour en fait essayer d'analyser et de comprendre, comme tu disais, les comportements de chacun et surtout de connaître leur perception pour quelque chose qui est plutôt récent. On en parle, j'allais dire en interne depuis plusieurs années, mais c'est vrai que c'est un mot, en tout cas deux termes qu'on entend pas beaucoup, qui est plutôt assimilé à d'autres modes de consommation, mais pas l'énergie. Ton enquête, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Comment tu as procédé ? Combien d'entretiens as-tu à l'heure actuelle ? Voilà, si tu pouvais un peu nous expliquer un peu le b.a.-ba de ton travail qui mêle du coup histoire et questions énergétiques. Alors, ma grande enquête, comme on l'appelle au sein de la chaire, là, on mène une grande enquête sur la question de la sobriété. En fait, méthodologiquement, qu'est-ce que c'est ? Ça a été de réaliser 2 guides d'entretien pour venir échanger avec des répondants. Donc, on a une typologie de répondants qui se divise en 4, avec des répondants qu'on nomme citoyens, des répondants associatifs, des répondants institutionnels et des répondants exerçant au sein de grandes entreprises de l'énergie. Et donc, en fait, je dis 2 guides d'entretien parce qu'il y en a un qu'on a adapté à tout public, en fait, et un qu'on a un peu plus, on a spécifié pour aller plus loin dans l'échange avec des acteurs qui sont plus acculturés de la question. Donc, on mène ces entretiens. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 56 entretiens. On a un objectif d'en mener 100 à la fin de cette étude. On verra bien jusqu'où on ira. C'est quand même très compliqué de trouver du panel de répondants. Jusque-là, c'est une des difficultés qu'on aborde. Et ensuite, une fois que j'ai échangé avec les répondants, donc j'échange autour de leur connaissance du concept de la sobriété énergétique. J'échange aussi autour de leur mode de consommation, leurs usages, leur sensibilité aux questions environnementales. Et aussi, on échange enfin sur leur vision, sur leur projection sur l'avenir, sur jusqu'où ils seront prêts à s'adapter, pour quelles raisons. Et puis ensuite, selon eux, c'est le rôle de qui en fait ? Quel est le rôle des pouvoirs publics, des opérateurs de réseau, des associations, mais aussi de l'ensemble des citoyens et des membres du coup de cette société pour pouvoir vivre tous ensemble à l'avenir dans le futur. Et donc une fois qu'on a récolté ces entretiens, c'est très sympathique de faire des entretiens, mais il faut aller au-delà. Donc au-delà, on code nos entretiens. Donc on a réalisé avec les équipes de la chaire E7, et plus particulièrement j'ai réalisé un codage, une grille de codage de tous ces entretiens qui va me servir justement à récolter ma donnée, à faire sortir bien des chiffres pour aller dans la modélisation de nos données, des chiffres pour visualiser un petit peu qu'est-ce qui ressort de nos entretiens et pour pouvoir analyser et interpréter nos résultats dans un dernier temps. Voilà un petit peu, voir quel est le degré de connaissance ou de non-connaissance aussi de la sobriété énergétique plus spécifiquement auprès de nos répondants dans un panel évoluant en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, Pauline, si je te suis bien, du coup, cette enquête, elle est un peu inédite finalement. Est-ce qu'elle est inédite déjà à l'échelle régionale et l'est-elle encore plus au niveau national ? De la manière, de la forme dont on l'aborde, elle est inédite à notre connaissance au niveau régional. Au niveau national, il y a eu une enquête qui a été menée en interne au sein d'une entreprise. Ça a été mené, mais à plus faible échelle que la nôtre, c'est-à-dire que je crois que c'est une dizaine d'entretiens qui ont été menés. Mais voilà, l'ampleur qu'on veut donner à notre enquête et l'ampleur qu'elle a, du moins aujourd'hui déjà avec 56 entretiens récoltés, à notre connaissance, c'est inédit.
Et du coup, de cette enquête aussi originale soit-elle, tu as dû en tirer, même si elle n'est pas finalisée, normalement, bon, on triche un peu, on spoil un peu, on n'a pas trop le droit, généralement, faut plutôt attendre que l'enquête soit terminée avant d'en tirer des conclusions, mais quelle est la part d'acceptabilité auprès du public? Tu parlais à la fois, du coup, des citoyens, des entreprises, des institutions. Quelle est la part d'acceptabilité déjà au milieu de quasiment à la fin de ton enquête de cette sobriété énergétique? Eh bien, comme tu dis, on spoil pas et on veut pas s'avancer et dire... parce que pareil, mine de rien, même si ce sont quand même 56 entretiens qui sont menés, ce ne sont que 56 entretiens, 56 répondants à l'échelle de la région. Donc, on connaît les limites d'une étude avec des entretiens menés, d'une étude sociologique de ce type. Mais mine de rien, elle a toute sa place dans notre analyse parce que, évidemment, justement, vu qu'on est vigilant sur les résultats qu'on apporte, on garde de la mesure et du recul. Néanmoins, c'est quand même significatif parce que, comme tu parles d'acceptabilité, il y a vraiment justement un degré de différence entre la connaissance du concept et l'acceptabilité du concept, parce que la connaissance du concept, elle est quasi, et de plus en plus, en fait, je le vois en menant mes entretiens depuis novembre 2021, je vois avec les médias et le fait que le concept de sobriété énergétique soit de plus en plus présent dans le quotidien de tous, je vois la connaissance du concept s'accroître depuis quelques mois. Donc la connaissance du concept, elle est assez totale, pour pas dire 100% totale, parce qu'il y a quand même des lacunes chez certains répondants. Néanmoins, l'acceptabilité, c'est-à-dire, nous, par acceptabilité, on entend « je suis un répondant », soit qui a déjà fait le pas d'un comportement sobre et d'un mode de vie sobre dans mon quotidien, soit qui serait prêt à me contraindre pour un mode de vie sobre. On est, même si j'aime pas trop lancer des pourcentages un petit peu à tout va, on est à environ 80% dans nos répondants, mais encore une fois, l'exercice de l'entretien a aussi ses limites. Peut-être que notre répondant ne peut pas se sentir biaisé en nous répondant. Ou se sentir peut-être jugé aussi, il y a peut-être ça aussi dans une enquête qui peut figurer, aussi scientifique soit-elle. Il peut y avoir ces questions-là. Donc dans l'acceptabilité, je pense qu'on est, oui, je disais 80, on est même autour des 70%. C'est pour ça que c'est une acceptabilité qui n'est pas totale, parce qu'elle va viser un mode d'usage qui va être, par exemple, je prends plus ma voiture pour aller chercher ma baguette. Ça, pour nous, ça rentre dans de l'acceptabilité, et c'est pour ça qu'en fait, après, on nuance, et puis il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je suis encore à la chaire pour continuer cette étude et voir le degré d'acceptabilité, mais aussi on parle du degré de désirabilité d'un nouveau mode de vie et d'un futur énergétique où la sobriété serait au cœur de toutes nos préoccupations. Pour cette désirabilité, je pense que dans les 56 entretiens menés, avec déjà l'étude de nos données, je pense qu'on est environ à la moitié des personnes qui sont d'accord pour de la sobriété. Et dans l'autre moitié, je mettrais ceux qui ne sont pas du tout touchés et qui ne voient pas encore quoi faire. Mais aussi, il y a ceux qui me disent « Écoutez, moi, madame, j'ai déjà fait assez ou je peux pas faire mieux ». La sobriété énergétique à la chaire, c'est quelque chose qui me disait en tout cas que l'enquête était totalement inédite. Est-ce que les recherches sur ce sujet-là, on sait qu'il y a le TIFT Project et Negawatt qui en font un axe de recherche assez prégnant ces dernières années, est-ce que c'est des recherches que tu peux combiner avec d'autres études? J'ai envie de dire forcément finalement, puisque c'est aussi le b.a.-ba d'un historien, mais est-ce que tu te sens tout simplement en fait isolé quand tu mènes ton enquête comme ça? Est-ce que tu te sens que les gens sont pas encore en phase avec tes recherches, ou tu sens qu'il y a un effort collectif, une pensée collective qui est en train de mûrir finalement? Alors oui, je pense que la deuxième partie de ta question est plus réaliste sur l'étendue du sujet. Ça commence à éclore, etc. On n'est pas du tout évidemment pionnier dans des questions d'études de la sobriété énergétique, etc. Par exemple, nous, pour situer l'émergence un petit peu de ce concept-là, je sais que dans la première saison des Sobericast, Benjamin Jouve situait cette émergence à partir de 2017. Nous, on voit également émerger à partir de 2019 l'ADEME qui sort un premier rapport sur la notion de sobriété, où elle fait un travail de définition autour de ce concept-là, avec Florian César et Marie Morad, qui ont publié donc pour l'ADEME ce premier rapport qui est assez important pour nous dans notre travail d'historien et d'historicisation de la question. Voilà, ça commence à émerger, c'est assez récent, hein. Enfin, c'est fin des années 2010, pour ne pas dire début des années 2020, où vraiment la bibliographie autour de cette question se densifie, si on peut parler de densification, parce que c'est pas non plus immense, mais voilà, on a des sources qui se multiplient à partir de ces années-là.
On a un historien qui est François Jarry, qui a travaillé également sur la question de la sobriété énergétique, très vaguement autour d'articles, etc. Mais c'est un sujet qu'il a déjà abordé, donc on n'est pas pionnier donc dans ce travail-là. Mais quand même, l'historicisation de la question, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore trouvé dans cette forme-là. Donc historiciser un concept, pour rappeler, c'est le fait en fait de faire son histoire, et on part en enquête, on fait une enquête sur l'histoire de la sobriété, où on remonte à il y a très longtemps. Pour faire l'histoire de la sobriété, il faut faire l'histoire de tous les synonymes de la sobriété. Donc nous, on a relevé tout ce qui est économie d'énergie, tout ce qui est vigilance gaspillage, modération. Nous ne sommes pas pionniers, il y a déjà des travaux, mais c'est vrai que c'est pas non plus immense encore. Du coup, oui, on peut finalement parler d'une historiographie qui est encore timide à ce sujet-là. Mais du coup, en tout cas, tu es quand même pionnière, Pauline, dans ces questions-là. C'est quand même important de le souligner. D'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur les ambitions de cette enquête. Est-ce que toi et la chaire partagez des ambitions sur cette enquête? Quelle est l'énergie qui te motive? J'imagine des considérations écologiques et de transition énergétique, mais est-ce qu'il y a des ambitions? Est-ce que tu souhaiterais en tout cas aller plus loin que cette enquête-là, que cette étude sur le public aquitain? Bien sûr qu'on souhaiterait aller plus loin que cette enquête-là. Notre ambition, comme je le rappelais, de l'enquête, en fait, de base, on souhaite, dans ces 6 mois de marche forcée, mener sans entretien. Et en fait, on a quand même des limites qui se concentrent en fait autour de faire l'entretien, de trouver des répondants. Donc, on se confronte un petit peu à des difficultés, mais qui nous font rebondir et qui nous font réévaluer nos ambitions. Mais on ne perd pas. C'est pour ça que je disais que je suis toujours à la quête de mes 100 entretiens. Moi, je perds pas espoir, et bien sûr, je veux pas en rester là. Bien sûr que je veux poursuivre ce programme de recherche, cette mission, pour aller plus loin, pour qu'elle soit plus globale. Ce serait intéressant de comparer le public néo-aquitain avec une autre région, par exemple, une région plus au nord, une région plus à l'est. Voilà, ça peut être une piste qu'on peut aborder plus tard, pourquoi pas. À l'échelle nationale, ce serait aussi une piste qui serait à explorer. Et puis que ce travail soit lisible par un plus grand nombre et que soit compris par un plus grand nombre et accessible aussi. Au niveau de ton enquête sur ta manière de procéder, j'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. Du coup, tu étudies la sobriété en Aquitaine. Est-ce que du coup, tu as différencié les différents départements entre eux, ou tu t'es principalement concentré sur la Gironde ? On a des répondants, pas de tous les départements encore de la Nouvelle-Aquitaine, mais on a des répondants dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, en Dordogne, en Charente-Maritime pour l'instant, et en Gironde. On les différencie, c'est-à-dire que dans mon codage, je relève le lieu de vie actuel de notre répondant pour voir un petit peu géographiquement. Ce sera aussi une donnée qu'on pourra analyser à l'issue de cette enquête, de cette mission. Ils sont tous regroupés dans la même liste de codage, ça que je veux dire, c'est un codage qui rassemble tout notre panel de répondants de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est différencié au sein du codage. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout à fait, non, c'était juste parce que j'imagine qu'au final, quand tu étudieras les résultats finaux, j'imagine qu'il y aura quelque chose à aller chercher au niveau du lieu de vie des répondants, comme tu le disais, selon le département. On sait que la Nouvelle-Aquitaine possède des environnements plutôt différents entre les Pyrénées-Atlantiques, tout au sud et au-dessus le Poitou, par exemple. Enfin, j'imagine qu'un Girondin sera peut-être, en tout cas peut-être potentiellement, je n'en sais rien, mais hypothétiquement plus prompt à faire des économies, parce qu'il y a aussi des moyens de transport, des infrastructures qui sont plutôt positionnées à côté de lui, le tramway, le bus, le vélo, avec des pistes cyclables, là où peut-être dans le Poitou ou dans les Pyrénées, c'est peut-être un peu plus délicat, notamment. Mais ça, on le voit déjà dans nos entretiens, on pose la question du lieu de vie et si c'est un milieu urbain ou un milieu rural, eh bien les questions se regroupent en fait. Les habitants d'un milieu urbain se rassemblent souvent autour des mêmes réponses. On revoit des similitudes entre eux et identiques pour la question du milieu urbain, justement, notamment la question des mobilités, des moyens de déplacement. Évidemment, c'est bien plus simple pour quelqu'un qui habite en centre-ville de se passer de sa voiture pour aller faire ses courses ou pour aller travailler, ce qui est moins le cas pour quelqu'un vivant en milieu rural. Mais ça remonte, ça ressort et les gens attendent des alternatives pour eux, quoi. Je pense aussi par là notamment à la Dordogne pour faire écho à un autre sujet de recherche qui est cher à la chaire.
c'est que c'est un département extrêmement rural et effectivement, comme tu le disais, forcément par mathématiques, finalement par logique, il y a des leviers qui ne sont pas encore accessibles pour atteindre un même niveau de sobriété, ou en tout cas ils sont sobres à leur niveau qu'un Girondin par exemple. Bien sûr. Voilà, je pensais à eux notamment dans mes répondants en milieu rural, oui. Merci beaucoup Pauline pour ton intervention. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau Sobericast avec cette fois-ci Victor Noguez qui est spécialiste dans la prospective de la sobriété énergétique. Merci beaucoup Pauline et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.